vous allez rencontrer, alors vous faites attention, vous rencontrez le scénariste, Adèle. On rencontre le scénariste qui s'appelle Tarek. Donc lui est scénariste. Vous faites attention, c'est pas le dessinateur. Comment il s'appelle? Ah, alors, Eliette se pose la question du nom. Tarek, s'agit-il de votre nom, votre véritable nom, ou un nom d'emprunt, un pseudonyme? Alors, autre question. Qu'est-ce qui l'a inspiré? Quelles sont ses sources d'inspiration? J'avais vu qu'il s'était spécialisé dans l'histoire médiévale. Donc, plutôt, justement, il s'intéressait à la Seconde Guerre mondiale. Alors, c'est très bien, Anastasia, parce que Anastasia et Léa ont fait l'exposé, donc elles ont des connaissances plus précises que nous. Donc, comment il est passé de l'histoire médiévale à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale? C'est vrai que c'est une question intéressante. Pourquoi faire le choix d'un anti-héros? S'être concentré sur l'histoire des services secrets pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, pourquoi se concentrer sur l'histoire des services secrets pendant la Seconde Guerre mondiale? C'est bon? Quoi d'autre? Vous avez encore quelque chose? On pose toujours la question et j'ai souvent du mal à y répondre parce que on ne peut pas y répondre comme ça facilement. J'ai envie de raconter beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent et avant que ça devienne une bande dessinée, c'est des envies, ensuite un projet et à partir du moment où le projet est lancé, j'essaye de voir avec qui je peux le faire et c'est en rencontrant un dessinateur que ça devient une bande dessinée. Mais avant de devenir une bande dessinée, c'est d'abord des envies. Et les idées, après, bon, je passe mon temps à lire, à regarder des films. Et mon métier, c'est d'écrire. Tarek, est-il votre véritable nom ou votre pseudonyme? C'est la deuxième partie de ta question. Et c'est aussi la première partie à la fois. Ah. C'est mon prénom. En fait, j'utilise mes deux identités pour deux choses différentes. Je suis boxeur dans la vraie vie. Non, c'est une blague. Ah bon? C'est un anti-héros en fait. Il est du mauvais côté, on va dire, de la balance. Ah, ça, c'est parce que t'as quel âge? J'ai 16 ans. 16 ans. J'ai discuté avec des personnes qui font ce métier. Quand on travaille pour... parce que nous, on n'est pas... Moi, je suis pas dans ça. Hein. Quand on travaille dans les services secrets. On est patriote. C'est un concept assez difficile à comprendre maintenant parce que on ne travaille pas en chantant la Marseillaise et en faisant la levée du drapeau. Mais ces gens-là sont des patriotes. La raison d'État, ça signifie quelque chose pour eux. Et d'ailleurs, dans l'album, à un moment, il veut tuer Benton, mais Brigitte lui dit « Ne le tue pas, tu n'as pas reçu l'ordre de le faire. Si tu le fais, tu es un assassin. » S'il le reçoit, l'ordre, il n'est pas un assassin. C'est son métier. Alors, dans les services secrets actuellement, il y a très peu de personnes qui ont ce qu'on appelle le service action. Ce n'est pas 2000 personnes, c'est très peu de personnes qui peuvent tuer au nom de l'État. Donc c'est l'une des armes de la diplomatie de chaque grand pays, même des petits pays d'ailleurs, c'est de posséder la capacité d'éliminer des gens pour la raison d'État. Donc Benton, si on lui demande de faire ça, il le fait parce qu'on lui a donné l'ordre. Après, le choix de l'anti-héros, c'est intéressant parce que ça nous oblige à revoir la narration différemment, tout simplement. Si on met le héros de l'histoire, c'est l'héroïne en fait. La vraie héroïne, c'est Brigitte. C'est celle qui incarne la République tout au long de l'histoire. Ensuite, il y a Marchand qui est quelqu'un d'ambigu et Benton qui est quelqu'un d'ambigu. Hein? Des livres sans images. Voilà. Alors, c'est pas la même narration et je vais t'expliquer pourquoi certains livres, selon moi, quand on les fait en bande dessinée, par exemple le polar,
il y a de très, moi j'adore le polar, hein. Il y a de très bonnes bandes dessinées, il y a de très bons polars en bande dessinée, mais je pense que le polar sans image est plus intéressant parce qu'il oblige le lecteur à se mettre dans la peau, par exemple, du flic ou de la victime, et on imagine des choses un peu plus violentes ou un peu plus difficiles à supporter, alors que quand on... Parce que l'image peut atténuer. Par exemple, dans Benton, on a parlé de choses très graves, mais l'image dessinée avec le dessin de Vincent ou même de Stéphane, on a pu parler de choses très très graves en quelques images. Donc selon l'histoire, il est plus intéressant d'utiliser un livre avec des images ou un livre sans images. Et finalement, j'ai presque écrit un roman. Parce que Benton, mes 3 scénarios cumulés, c'est un gros roman. Hein. Parce que j'écris beaucoup, hein. C'est pas 3 lignes. Hein. Je dis pas Cazin, vous faites ça, j'écris une histoire en fait. C'est vrai que moi je suis déjà entre les deux. C'est découpé planche par planche, mais c'est très littéraire. On peut imaginer qu'il ne transmet que ce qu'il a envie de transmettre. Parce que quand on est dans un interrogatoire, il y a le filtre de la personne qui raconte et à qui il le raconte. Ce qui permet après d'avoir la fin qu'il y a dans Benton. Et c'était aussi une manière de montrer que la relation après avec les 2 hommes était déjà très forte pendant l'histoire. Donc le fait qu'ils réclament Marchand pour parler, ça nous permettait après de créer vraiment un duel. C'est une sorte de Sergio Leone. Hein. Il y a vraiment le duel entre les deux, Marchand et Benton, pour avoir cette fin qui est tout sauf une fin qu'on attendait, pour ceux qui ont lu la trilogie. Ça peut vous étonner, mais j'ai fait autant d'albums pour les enfants que pour les adultes. Et dans mes albums jeunesse, il n'y a pas du tout, c'est pas la guerre, c'est plutôt le rêve, la joie, c'est des contes, c'est totalement différent. Et la guerre, on la voit pas tellement dans Benton. Hein. C'est un récit d'espionnage, c'est un autre type de guerre, c'est la guerre psychologique, la propagande, c'est la guerre, c'est la subversion, c'est un autre type de relation. Et dans le 2e cycle, on est dans la guerre froide. C'est une guerre c'est une guerre qui existe, mais qui n'est pas chaude. C'est l'inverse de la guerre froide, qui est une guerre dans les coulisses, dans les endroits où on ne voit pas. On sait qu'il y a une guerre, mais elle n'est pas visible. Et dans le 1er cycle, elle est là, mais on ne voit à aucun moment, sauf sur la fin, sur une double planche, on ne voit à aucun moment de bataille de chars ou des choses comme ça. Et en fait, chaque moment historique qui correspond à chaque tome a un signe ou un sigle emblématique de cette période. Donc, le 1er tome, on utilise la croix gammée parce que c'est la montée du nazisme et c'est le début de la guerre. Non, c'est la marche vers la guerre, c'est l'accession du parti nazi au pouvoir. Et on utilise donc la croix gammée qui est le sigle des bourreaux, donc dans notre logique. Le 2e tome, c'est la conférence de Wannsee, la conférence où est décidée la solution finale de la question juive. Mais elle est déjà appliquée, on a massacré déjà tous les handicapés mentaux, les communistes, les homosexuels, tout ce qui ne correspond pas à un bon allemand, ça a commencé depuis longtemps. Mais Wannsee, on théorise et surtout on met tous les moyens de l'État, donc on implique toute l'Allemagne, alors que l'Allemagne n'est pas forcément partante dans l'extermination de tout ce qui est différent. Il faut savoir que quand même Hitler a eu du mal à faire passer l'extermination par l'euthanasie et le fait de tuer des handicapés allemands, c'était pas évident. Les nazis, il ne faut pas croire que ça a été facile. Hein. Les victimes, globalement, parce qu'après, si on avait mis toutes les amis, la faucille et le marteau, d'ailleurs, j'ai fait un petit teaser sur Benton et j'ai mis l'hymne soviétique, un hymne sympathique, joué par Prokofiev à la chute du mur, pas à la chute du mur, à la prise de Berlin. Et en fait, c'est les libérateurs, les vainqueurs. Donc on a les bourreaux, les victimes, les libérateurs. Et on a utilisé le noir, le jaune et le rouge, qui sont les couleurs de l'Allemagne nouvelle.